Alors moi je ne vais pas vous présenter une communication savante entre guillemets parce que je vais vous présenter en fait une expérience, des expériences d'université populaire auxquelles j'ai participé, soit en tant que j'ai organisé ces universités populaires, soit parce que j'ai assisté à certaines des séances et que j'ai essayé de regarder comment ça fonctionnait. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à mon sens, ce que je vais vous raconter s'articule à ce qui a été évoqué dans la table ronde précédente sur les intellectuels collectifs et s'oppose un peu à la vision très négative de Pierre Zarka qui considère qu'il y a un essoufflement de l'articulation entre le désir de se donner nos propres lumières par des savoirs et la possibilité de faire de la politique. Je pense que cet essoufflement, en fait, il est conjoint et qu'il est une manière de dire que quand il y a dégoût pour les savoirs, c'est aussi des périodes de dégoût pour la politique. Et que s'il y a réémergence de goût pour les savoirs, alors en général, c'est activé par un désir aussi de pouvoir agir politiquement. Il se trouve que ces universités populaires dont je vous parlais, il s'agit de 3 universités populaires. La première, c'est l'Université populaire de Lyon, qui a été créée en 2003. Et je vais vous expliquer comment. La seconde, c'est l'Université populaire du 18e arrondissement, qui s'appelle également « Nous avons encore besoin des humanités » et qui a été créée en 2009. Et puis la dernière, c'est un lieu qui s'appelle, disséminé, qui s'appelle « Les Maîtres ignorants », du titre du livre de Jacques Rancière, et qui en fait a été créé par un certain nombre de personnes qui étaient partie prenante d'une manière très active des indignés français et qui ont ressenti la nécessité de se donner leur propre lumière pour pouvoir continuer à agir autrement que simplement sur les places et dans les systèmes d'assemblée qu'ils avaient créés. 3 configurations, je vais commencer par la première. Quand on l'a créée en 2003, évidemment on n'est pas loin de 2002. Et donc on est dans l'après-coup du Front National au 2e tour des élections présidentielles. Et ça crée quand même une certaine anxiété politique et sociale dans des milieux qui sont des milieux politisés, sans être à proprement parler, comme disait tout à l'heure Henri Mahler, des consommateurs d'indignation ou de protestation, mais qui sont dans une période où il y a quand même une offre qui est complexe, soit archaïque, soit insatisfaisante, soit finalement vite enterrée. On est quand même aussi dans l'après-coup des mouvements sociaux de 1991, 1993, 1995, anti-CIP, ça s'appelait, je crois. Ensuite, 93, tout ce qui concernait les étrangers. Ensuite, 95, le grand mouvement social enterré dans une certaine mesure par les accords de la CFDT, de Nota avec le gouvernement. Ensuite, le mouvement de chômeurs. Enfin, on a eu comme ça un mouvement social extrêmement dynamique avec effectivement, à chaque occasion, des sortes d'universités populaires en situation. Je me souviens en particulier rue du Dragon, des choses s'étaient auto-instituées en 1995. Et donc il y a quelque chose là qui fait surface à nouveau avec le modèle, qui est effectivement un modèle, de Michel Onfray à Caen. Et ça, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. Et donc il y a un certain nombre de gens qui viennent voir Philippe Corcuff, qui à ce moment-là est assez visible sur la scène politique et intellectuelle lyonnaise, et qui donc est sollicité par en fait 3 profs de français et un cordonnier. C'est un hasard, le cordonnier, c'est la grande figure de Jacques Rancière, mais c'est un hasard. Bon, le cordonnier est le compagnon d'une des profs de lettres qui vient solliciter Philippe. Philippe n'est pas contre, il trouve ça plutôt intéressant, mais il ne se voit pas faire ça tout seul, et il vient me solliciter en retour. J'habite à ce moment-là à Lyon. Et on organise une petite réunion, et on décide, oui, pourquoi pas, on va se lancer avec nos petites forces, et on prend la décision que cette université populaire sera évidemment gratuite, et qu'elle finalement laissera libre décision à chacun des intervenants de faire le cours qu'ils souhaitent. La question qu'on pose aux gens qui sont venus nous chercher, c'est pourquoi une université populaire? Pourquoi, après tout, ne pas aller à l'université en auditeur libre? Et donc, ce qui se joue à ce moment-là, c'est, même pour les professeurs de français, qui sont profs de lycée, l'affirmation que l'université est un lieu qui reste un lieu inquiétant, répulsif, pas accueillant, en un terme inhospitalier,
et que, en particulier pour un public plus populaire, et éventuellement plus populaire même qu'eux-mêmes, le désir n'y est pas, ils ont le sentiment qu'il n'y a pas dans ces lieux-là un savoir qui leur est adressé. Et donc la question du désir d'université populaire, il est double, il est trouver des interlocuteurs engagés qui sont à la fois porteurs de savoir et porteurs d'une position dans le monde engagée côté gauche voire radical, et la possibilité de construire une adresse spécifique dans ces lieux. Du coup, on est vraiment les mains dans le cambouis de la création de la chose, on cherche des lieux, et au bout du compte, on va avoir accès à un lieu plutôt intéressant, qui est l'amphithéâtre d'un lycée technique sur la Croix-Rousse. Et donc on va faire ces cours, et moi je me souviens, j'ai déménagé Lyon peu de temps après, mais j'ai fait cours 2 ans en fait dans cette université populaire, et le cours que j'ai fait, c'était le livre que je préparais qui s'appelle La longue patience du peuple, et j'étais très ravie de pouvoir présenter dans ce lieu finalement les chapitres au fur et à mesure, d'en discuter avec les gens, sachant que le format choisi pour les cours, c'était 1 heure de cours, 1 heure de débat. Et en fait, ce qui s'installe à ce moment-là, pour chacun des enseignants qui sont partie prenante, on n'est pas très nombreux, on doit être au démarrage, je dirais 5-6 enseignants, pas plus. C'est en fait un public qui se fidélise autour des objets de cours et qui, dans le débat, fait le lien entre le contenu du cours, qui est un contenu tout à fait académique, de chercheurs, de professeurs, et l'actualité. Et ce qui se passe dans le monde tel qu'il va et tel qu'il est. On est très près de la question qui se profile du débat sur l'Europe et sur le référendum. Et donc au moment où ce débat a lieu, les cours d'université populaire sont un lieu de débat et de discussion sur ces enjeux-là. Et donc il y a quelque chose qui, dans le va-et-vient entre les enjeux politiques et les enjeux de savoir, s'institue par la parole publique et par le type de personnes qui fréquentent ces cours. Alors on appelle ça université populaire. Ce n'est pas la classe ouvrière qui fréquente les universités populaires, que ce soit celle de Lyon, que ce soit celle de l'université populaire du 18e ou les maîtres ignorants aujourd'hui à Paris. C'est plutôt des gens déjà un peu formés, souvent qui ont un sentiment de non-sens, qui ont fait de la politique dans leur jeune temps, et qui ont arrêté, ou qui l'ont fait d'une manière très épisodique, et qui ont envie de ressaisir quelque chose, mais qui ne se reconnaissent pas dans les appareils politiques et syndicaux tels qu'ils existent. Et donc, il y avait également, dans mon souvenir à Lyon, énormément ce qu'on appelle les intermédiaires culturels et sociaux. Il y avait beaucoup de personnel qui travaillait dans ce qu'on appelle la politique sociale. Alors, beaucoup d'éducateurs, d'assistantes sociales, enfin, de gens qui sont un peu sur le front social, où les enjeux de la dégradation politique et sociale sont quotidiens dans le contact qu'ils peuvent avoir, eux, avec les mondes défavorisés. Voilà. Donc on avait ce type de public. Moi, je ne suis pas retournée depuis maintenant un bon moment, parce que j'ai fait des choses pendant 3 ans. Et les formes se sont multipliées. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois ces cours dans cet amphi du lycée de la Croix-Rousse, et puis des sortes de cafés où, dans un lieu qui est devenu un lieu de jazz, la personne qui était venue nous voir est quelqu'un qui est en fait une sorte d'entrepreneur culturel. Et depuis qu'elle avait pris sa retraite de l'éducation nationale, elle avait lancé d'autres projets, et donc il y a eu toutes sortes de nœuds entre différents lieux possibles dans la ville, y compris certains cinémas, le cinéma Utopia. Donc ce lieu de musique de jazz, moi je me souviens avoir fait cours sur cinéma et révolution et sur V pour Vendetta, c'était assez amusant. Donc il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant à souligner, c'est qu'il y a une articulation qui s'est faite un peu spontanément aussi, même si je ne crois pas non plus au spontanisme. Il y a des entrepreneurs derrière et des gens qui activent des réseaux et des capacités à faire les liens. Ils ne se font pas tout seuls, mais c'est certaines personnes qui font les liens. Donc une articulation assez forte avec des pratiques qui sont des pratiques dites culturelles classiques. Voilà.
Donc ça s'est croisé, et ce qui me semble intéressant, c'est que ça permet effectivement de croiser des publics, de croiser des préoccupations, et de faire de la politique autrement. Donc ça, c'est première séquence à Lyon. Dans cette séquence, je vous montrerai toute une série d'images à la fin, parce que ça me paraît plus probant de vous montrer à la fin. On a également produit des cartes postales politiques, où on a fait des jeux littéraires, c'est-à-dire où on a organisé des petites séances où on avait des images d'un côté, des énoncés de l'autre, et où il s'agissait de les relier dans des cartes postales qui avaient une image d'un côté et un énoncé de l'autre, qui étaient à la fois des enjeux poétiques, culturels, politiques, et avec l'idée qu'il fallait trouver des supports capillaires autres pour pouvoir toucher des publics autres. Et donc ces cartes postales, que je vous présenterai tout à l'heure, ont servi aussi à être partie prenante du festival de théâtre dans la rue qui était organisé par le CCO, qui est un lieu assez intéressant à Villeurbanne. Et donc finalement l'université populaire, c'est pas l'université populaire en soi, c'est un lieu qui permet d'avoir une certaine capillarité, et c'est cette logique de capillarité, de segmentarité comme vous voulez, en tout cas une logique qui n'est pas à proprement parler centralisatrice, mais plutôt expansive comme ça, qui s'est auto-instituée. Voilà. Et donc il y a bien quelque chose d'une auto-institution par la pratique de la manière de toucher des publics variés et de toujours tenter de mettre à l'articulation des savoirs, des pratiques sensibles, cinéma, littérature, poésie, etc. Et puis les questions politiques d'actualité. Voilà. Donc ça, c'était l'expérience lyonnaise, en tout cas telle que moi j'ai pu la voir. L'expérience du 18e arrondissement, j'étais un peu nostalgique, j'avais trouvé ça vraiment très intéressant, ce qui s'était passé à Lyon pour moi, et je ne pouvais pas décemment continuer à faire des trajets pour aller faire l'université populaire à Lyon, même si on avait obtenu un petit budget de la part de la mairie de Lyon pour effectivement défrayer des individus. On a dit que c'est absurde de dépenser le budget pour me faire venir moi si j'habite plus à Lyon, je ne suis plus à l'université populaire de Lyon. Bon. Donc en 2007, donc au moment de la campagne présidentielle, un certain nombre de gens se sont retrouvés à vouloir faire barrage à Sarkozy de différentes manières. On a échoué, et à la fin de ce processus où on a échoué, un certain nombre d'entre nous ont décidé de créer une université populaire. Ça nous paraissait finalement plus pertinent dans le quartier qui était le nôtre, le 18e arrondissement, que de chercher à faire de la politique dans des conditions qui ne nous paraissaient pas satisfaisantes. Donc effectivement, on décide de créer cette université populaire, et là, dans une certaine mesure, sans qu'il y ait de demande qui se soit manifestée. Voilà. Sauf la nôtre, et avec la conviction que malgré tout, il y a quelque chose qui nous paraît nécessaire, dans un contexte où dans les différents lieux politiques qu'on a pu fréquenter, on a les différents lieux politiques qu'on a fréquentés, en fait, le savoir et l'intellectualité se portent plutôt très mal, et qu'il y a quelque chose qui est rejeté, et que même dans les lieux qui sont supposés être les lieux d'intellectualité de ces structures politiques, quelles qu'elles soient, c'est très peu intellectuel, il y a très peu de désir de débattre. Et donc il nous semblait que la démocratie telle qu'on pouvait l'entendre était en berne, et que au moins de tenter de diffuser des savoirs, ça nous permettrait d'avoir le sentiment de ne pas être simplement témoins d'une époque qui nous paraissait particulièrement difficile. Il se trouve que dans la période entre la période où on prend la décision de créer cette université populaire et le moment où on la crée, il y a toute une agitation des universités autour de la loi LRU. C'est le moment du mouvement social important des enseignants du supérieur, qui n'avaient pas fait grève depuis très très longtemps, et donc qui mènent une grève un peu jusqu'au boutiste et pas très stratégique, et qui échoue, mais qui permet quand même de mettre en scène une question centrale qui est qu'est-ce que c'est dans une démocratie la gratuité des savoirs et la diffusion au plus grand nombre des savoirs. Je pense que vous vous souvenez tous du débat autour de la guichetière, est-ce qu'elle a été censée lire La Princesse de Clèves, le fait qu'on ait lu partout La Princesse de Clèves, pas partout, mais qu'on ait lu
différents endroits à la Princesse de Clèves, et donc il y a eu comme ça toutes sortes de choses autour de la validité ou la non-validité, la légitimité ou la non-légitimité, de vouloir que ce soit au sein du service public, que ce soit l'enseignement primaire, secondaire et les universités, ou dans des espaces comme les universités populaires, diffuser les savoirs au plus haut niveau à quiconque, est-ce que c'était toujours un projet pertinent ou pas, et pourquoi? Dans ce contexte-là, on décide, quand on ouvre l'université populaire, d'en faire vraiment un cheval de bataille, on tient un discours contre la position de Sarkozy, on explique que dans les sociétés démocratiques, il y a un certain nombre d'objets qui sont sacrés, au sens anthropologique du terme, qu'il y a au moins, depuis les travaux de Mauss, deux conceptions de l'échange dans les sociétés, l'échange guimalique et l'échange âpre et commercial, et l'échange koulak et l'échange festif et sacré, qui permet d'échanger les objets sacrés et de fonder la réciprocité humaine et donc l'égalité au cœur des sociétés, la reconnaissance d'humanité, et que dans les sociétés dites démocratiques, ce sont les arts et les savoirs qui occupent cette place. Et que donc, si le gouvernement ne souhaite plus donner cette place aux arts et aux savoirs, alors il revient à la société dite civile de prendre le relais militant, et qu'en tant que tel, on considère que diffuser ces savoirs dans un lieu qui en fait est un lieu d'atelier de théâtre, c'est déjà faire œuvre politique dans un contexte difficile. Donc cette université populaire, on la pense immédiatement à l'articulation des arts et des savoirs, sans séparer les choses, tout en étant dans la conviction que les choses doivent s'élaborer sur un certain temps. C'est-à-dire qu'on a des idées un peu arrêtées, il s'agit de 2 profs de philo de classe prépa et moi directrice de recherche en histoire, et on décide que ce sera les humanités et que ce ne sera pas les disciplines d'expertise. Donc on ne veut pas de discipline d'expertise, et ça ne veut pas dire que la sociologie est que dans l'expertise, mais si sociologie il y aurait, ce serait dans une position logique d'humanité, un peu comme l'anthropologie. Bon, on est dans quelque chose où ce qu'on souhaite, c'est permettre aux individus de se ressaisir de leur subjectivité, de manière à être libres pour pouvoir agir et retrouver les forces et le courage d'agir dans une certaine mesure grâce à cette reconquête de subjectivité. On pense que pour que cette reconquête ait lieu, il ne s'agit pas de consommer les conférences, et donc on ne souhaite pas que les choses soient sous forme de conférences, mais à nouveau sous forme de cours, comme ça avait eu lieu dans l'expérience lyonnaise, qui ensuite s'est un peu dégradé en conférence ou en groupe de séances très courtes, parce qu'il y avait un trop grand nombre de personnes qui voulaient faire cours. Voilà. Donc l'université populaire du 18e, on n'est pas nombreux à faire cours, et on fait des cycles de 6 heures, non, je vous dis des bêtises, des cycles de 6 séances de 2 heures, toujours 1 heure de cours, 1 heure de débat, avec le même processus, c'est-à-dire qu'on fait cours, et dans le débat, eh bien, c'est l'actualité politique qui vient en résonance avec le cours, que le cours ait lieu sur la Révolution française, sur le corps, sur la place de l'étranger, puisque c'était les 3 premiers cycles qu'on avait fait la première année de cours. En plus de ces cycles de cours, on a inventé une formule qui nous plaît bien, qui s'appelle le mix de week-end. Ça veut dire qu'à la fin du cycle, on a un week-end qui est consacré à une série de pratiques artistiques, à consommer ou à agir, souvent à consommer quand même, il faut bien le reconnaître. On commence par une table ronde, on a un artiste invité, soit un plasticien, soit une femme de théâtre, enfin, ou soit quelqu'un qui fait du cinéma. On fait des projections, on a des petites formes qui ont été présentées, des petites formes théâtrales qui ont été présentées, des expositions, et on montre les liens en invitant effectivement les gens à discuter avec les artistes. Donc il y a la séquence de table ronde, et puis de vernissage, et puis ensuite les gens peuvent circuler, et les artistes sont là, et on discute, et on fait un certain nombre de choses. C'est dans ce contexte-là qu'on a articulé un cours qui s'appelait Souveraineté, Domination, et je ne sais plus le 3e terme, enfin, en gros, Souveraineté, Domination, peut-être doléance, je ne sais plus, enfin, en tout cas, dans ce contexte de cours de la 2e année, il me semble, c'était la 2e année, on a lancé un appel à doléance. C'est-à-dire, on s'est dit, bon, une des formes populaires depuis l'histoire de la Révolution française pour une prise de parole publique politique, c'est la doléance. Essayons de nous ressaisir de ça. Et on a fait tout un travail
dans l'université populaire, mais aussi à l'extérieur de l'université populaire, pour créer un site qui s'appelait le Tambour des doléances. On a récolté comme ça une centaine de doléances. Cette centaine de doléances, ensuite, on a eu la volonté de les mettre à disposition du public dans l'université populaire pour créer des ateliers doléances dans l'université populaire. Ce qui fait qu'un de nos mix de week-end a tourné autour de ces doléances avec les graphistes qui sont nos graphistes pour faire les affiches de l'université populaire, qui, avec les doléances, ont créé une exposition que je vous montrerai tout à l'heure et qui permettait de regarder ces doléances autrement et en écho avec l'actualité politique à nouveau. Dans ce lieu d'exposition, qui est le lieu où on fait cours, qui est aussi le lieu d'atelier de théâtre de quartier, de gens qui viennent faire du théâtre, on a donc fait un atelier et où les gens ont dit leurs doléances et on les a pris en note et on a discuté de ce que tout ça voulait dire et donc on était au cœur de la question effectivement de l'actualité politique, qu'est-ce qui ne va pas, quel est ce régime de cruauté dans lequel on est plongé. Et est-ce qu'il y a la possibilité d'inventer autour de ces doléances des formes? Et cette chose-là a rebondi sur justement des questions de formes sensibles. La première chose qu'on a voulu faire, c'est publier les doléances sous forme d'un petit livre. Et là, on a été aidé par quelqu'un qui était là tout à l'heure, qui est Nicolas Vieillescas. On a fait une coédition entre les Prairies Ordinaires et l'Université populaire, qui avait créé une toute petite maison d'édition une maison d'édition de production pour les choses qu'on fait qui s'appelle Excel. Et on a donc produit ce livre et il a été mis à disposition du public. Et à partir de ce livre, ensuite, on s'est dit, bon, ça suffit pas, parce que l'exposition graphique, elle était formidable, on était très contents, mais peu de gens l'ont vue. Et donc, on va essayer d'utiliser des formes qui circulent davantage. Et donc, on a décidé de faire des doléances filmées. Et on a fait affaire avec Mediapart, pour que ça puisse être présent sur le site de Mediapart. Donc effectivement, ces doléances filmées ont été sur le site de Mediapart et elles ont été produites par toutes sortes de gens. Des étudiants d'écoles d'art, en particulier d'écoles d'Aix-en-Provence, à cause de liens qu'on peut avoir les uns et les autres de différentes manières, par des individus qu'on ne connaissait pas et qui ont répondu à la proposition, d'autres qu'on connaissait qui ont répondu à la proposition, des réseaux de jeunes cinéastes qu'on avait sollicités. Enfin voilà, donc on a un gros bloc de doléances filmées que vous pouvez aller regarder en mettant Mediapart, doléances, et en allant sur la dernière partie, suite et fin, parce que sinon il y a eu un bug informatique et donc on n'y a accès vraiment que dans le suite et fin, et là on a tout, alors que si vous allez sur la première chose, c'est réservé aux abonnés. Mais normalement ce n'est pas réservé aux abonnés. Donc voilà. Et ensuite, on a présenté ces choses-là ailleurs que dans l'université populaire. Ça, c'est l'université populaire qui était partie prenante de cette affaire, mais ça a circulé, en particulier comme il y avait pas mal de gens d'Aix qui avaient participé, on a fait un atelier au banc public à Marseille. Les gens du banc public à Marseille, ça leur a plu, et très récemment, là, le 5 avril de cette année, on a fait une séance théâtre et doléances qui s'appelait « Faire venir le jour », où l'articulation était plutôt du côté du sensible, et qui était la dernière suite de cette affaire de doléances. Et pendant ce temps-là, on a continué bien sûr les cours sur le colonialisme et le post-colonialisme, enfin voilà, on a des séries de cours tous les ans différents, et on essaye d'articuler de la philosophie tout ce qu'il y a de plus classique, de l'histoire tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est constamment débattu avec les personnes qui sont présentes, dont on ne sait pas bien, sauf le jour où on a parlé des doléances, où du coup les gens ont parlé un peu plus de leur intimité, on ne sait pas bien qui ils sont, mais où on peut voir, je dirais intuitivement, les niveaux de langue, l'accès simplement aux soins, les gens qui n'ont pas pu se faire soigner les dents, on se dit, bon, bah là, on touche vraiment des gens. L'université populaire n'est pas un énoncé factice. Et puis d'autres qui sont des gens très formés, qui ont envie de discuter dans un espace qui est un espace où on aime le débat. Et donc, il y a une alternative aux lieux du politique qui sont des lieux de conquête de pouvoir, mais pas du tout d'élaboration démocratique des débats politiques. Alors, on n'est pas non plus étiqueté comme le lieu du politique, mais c'est une institution civile qui permet d'élaborer les choses politiques. Après, les gens, ils repartent et ils appartiennent à différentes choses ou à rien du tout. Mais en tout cas, c'est un lieu d'articulation assez fort. Dans ce contexte d'articulation assez fort,
on a dernièrement eu le désir de davantage formaliser ces expériences et de les formaliser en étant dans la conviction que si effectivement l'expérience sensible, l'expérience politique et l'expérience de savoir pouvaient être conjointes, alors il y avait une nécessité de décloisonner les savoirs, le politique, et en particulier tous les groupements politiques émergents, et j'ai dit le sensible, le savoir, donc les trois, okay, je ne sais plus dans quel ordre j'ai dit, le politique donc. Et on a proposé de fabriquer un lieu qui soit conjoint et qui ait la spécificité de tenir compte de la présence des corps. Un lieu qui soit conjoint, qui soit un journal et un site, mais qui ne soit pas simplement un journal et un site dans la régularité d'une rythmique constante, qui serait constamment la même, un mensuel, un annuel ou je ne sais pas trop quoi, mais d'articuler un journal à des événements qui seraient des événements qui émergent comme ça, politiques de la société civile. Avec l'hypothèse que les différentes associations, et ça a été évoqué tout à l'heure, aujourd'hui elles sont quasiment sur un marché des associations. Quand on va au forum des associations de n'importe quelle municipalité, on assiste à une sorte de marché de toutes ces associations qui sont un peu concurrentes les unes des autres. Et effectivement, pourquoi? Parce que les gens n'ont pas un espace-temps infini, et ils font des choix. Une année, ils vont à la chorale, l'autre année, ils vont à l'université populaire, et la troisième année, ils vont faire du basket, et puis ils reviennent éventuellement à l'université populaire, etc. Mais nous-mêmes, on est dans des logiques segmentaires cloisonnées assez fortes. On appartient à des revues, on appartient à différentes choses, et on est tellement actif dans ces lieux-là qu'on n'a plus le temps de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Et en même temps, on est dans un moment quand même de relatif essoufflement, peau de chagrin, parce que le contexte est rude. Le contexte est rude, et je ne crois pas que ce soit par des processus de culpabilisation que le désir revient. Voilà. Donc plutôt que d'être dans des processus de culpabilisation, je pense qu'il y a intérêt à être dans des processus de redynamisation. Et redynamiser, ça veut dire pouvoir avoir accès de manière plus rapide, plus simple à ce que font les autres, et donc relier les différentes revues, relier des maisons d'édition, relier des groupements politiques, relier des pratiques artistiques engagées dans un seul lieu. Et ce lieu donc, qu'on vient de créer s'appelle Tenon et Mortaise. Tenon et Mortaise, pas pour rien. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que Tenon et Mortaise, mais c'est une figure de la menuiserie qui permet de faire tenir deux pièces de bois ensemble de différentes manières, avec cheville, sans cheville. Et Jean Boreil, qui a été membre des Révoltes logiques, la revue qui avait été faite avec Jacques Rancière dans les années 70, et qui travaillait beaucoup sur la question des diasporas et des diasporas roms, et de la place des figures de colporteurs, des gens qui circulent dans les sociétés, affirmait que toutes ces figures circulantes, et en particulier la diaspora rome, faisaient Tenon et Mortaise parmi les peuples de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui, grâce à ces gens qui circulaient, comme des colporteurs, mais en particulier les Roms parce qu'ils circulaient, alors il y avait quelque chose qui circulait de peuple à peuple, qui sinon était clos. Et donc là, on n'est plus dans des logiques de peuple, on est dans des logiques de multitude d'associations. Je crois qu'on est dans un moment où il y a effectivement une effervescence créative, mais qu'elle est tellement disséminée et tellement illisible du point de vue des médias centraux qu'il y a quelque chose qui ne prend pas. C'est-à-dire que la multitude de processus ne fait pas pour autant puissance. Et donc la question qui se pose, c'est quand on a créé toutes sortes d'institutions civiles capillaires, parce que j'ai essayé de montrer qu'elles étaient capillaires, comment on fait pour qu'elles deviennent une puissance politique? Parce que l'objectif, c'est quand même de fabriquer une sorte de puissance politique. Il y a énormément de gens, j'imagine, dans cette salle qui appartiennent à des groupes politiques, à des revues, à toutes sortes de choses, mais en même temps, eh bien, c'est des mondes qui restent séparés. Alors, il y a bien sûr l'idée du caboteur qui va d'îlot en îlot, mais je pense que Tenon et Mortaise, il y a quelque chose de faire tenir ensemble et faire tenir un certain régime de la société dans un contexte qui est quand même un contexte où le désir de soumission à un chef reste fort, que ça soit du côté droit, et bien sûr on ne peut que le déplorer, mais moi je le déplore encore plus du côté gauche. Voilà.
Et je pense qu'il y a quelque chose à inventer et à penser au-delà de l'État, dans des formes qu'on pourrait se donner. Et donc, Tenon et Mortez, c'est un peu la logique. Donc, plusieurs revues, Multitude, Vacarme, la maison d'édition Les Prairies Ordinaires, toutes sortes de gens, et l'articulation avec des groupes d'artistes. Je vous montre parce que je la trouve très belle, mais bon, après, c'est une question de goût. Là, une artiste qui travaille sur une question postcoloniale, qui travaille sur Madagascar, et qui a créé une série d'images qui permettent de mettre en scène des énoncés postcoloniaux classiques, Fanon, Aimé Césaire, etc. Et l'articulation à deux événements. Le premier événement, c'est un événement qui a eu lieu là, il y a 15 jours, qui s'appelait la Grande Parade Métèque, qui a eu lieu en Seine-Saint-Denis, et qui était en fait lié à un collectif de voisins, des gens de Romainville, des Lilas, du Pré-Saint-Gervais et de Pantin, et qui ont décidé de fabriquer une parade sur le modèle de la Gay Pride, une parade donc des fiertés métèques, et la veille des élections européennes, de dire voilà, il y a cette possibilité, et qui ont demandé, à cause de liens et donc de cette capillarité, à l'Université populaire du 18e de faire l'agora de cette grande parade métèque qui arrivait sous un chapiteau dans un jardin à Romainville. Donc quelque chose de tout à fait improbable. C'est pas un événement majeur de la société française aujourd'hui, mais c'est un événement symptôme. Et c'est un événement qui est ambitieux. C'est-à-dire que l'idée de ces gens du 93, c'est de faire en sorte que toutes les associations qui travaillent sur la question des étrangers aient envie de se réunir pour cette grande parade d'une manière régulière tous les ans et de faire le point. Et donc le premier numéro de Tenon et Mortez porte sur des questions qui sont les questions des étrangers, de la grande parade, etc. Et le deuxième événement auquel c'est articulé, c'est les 10 ans de l'Université populaire du 92, qui va organiser sa fête de 10 ans dans une maison Aimé Césaire. Donc il y a des croisements qui se sont faits aussi en amont pour savoir à quel public on allait proposer ce journal. Voilà. Par ailleurs, dans les logiques capillaires et de choses qui se croisent, il y a depuis 3 ans un festival à Belleville qui s'appelle Irruption, dont la logique est aussi de relier les différentes associations, pour le coup, de Belleville, de les faire travailler ensemble à ce festival. Et il y aura aussi la possibilité, dans ce lieu-là, en particulier au moment où il y a des pièces de théâtre et des concerts qui traitent de la question de la frontière, possibilité de diffuser ce journal. Donc l'idée, c'est que le journal en question, il doit être diffusé dans des événements concrets, réels, d'une pratique politique, je dirais, articulée à de la segmentarité et pas à du parti politique classique et pas à l'État. Voilà. Donc il y a quelque chose, alors c'est pas un interdit, c'est juste qu'on essaye de faire autre chose, et si l'occasion se prête de le diffuser ailleurs, on est tout à fait d'accord, dans une position critique avec toutes sortes de choses, et effectivement ça fonctionne. Les maires des différentes villes qu'on a traversées n'étaient pas enthousiastes de ce qu'on pouvait dire sur la position des politiques actuelles sur la question, par exemple, du droit de vote des étrangers. Bon, je pense que j'ai un peu épuisé mon temps, donc pour les maîtres ignorants, je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des gens qui étaient en train d'essayer d'avoir une pratique politique, qui en ont vu les limites et qui ont eu le désir de revenir sur leur pratique par des savoirs. Voilà. Il y a un site, je vous laisse regarder, c'est assez intéressant. Moi, j'ai eu beaucoup de mal parce que les savoirs en question étaient, à mon sens, très fragiles et surtout problématisés de manière faible, etc. Donc, je ne suis pas totalement convaincue, mais ce que je trouve très intéressant, c'est le va-et-vient entre une pratique et une tentative d'élaboration, ce qu'on appelait quand même, il n'y a pas si longtemps, une praxis.